faisait un moment que je voulais refaire cette vidéo. La raison principale, c'est que ça va faire 2 ans que je fais de la photo argentique et j'ai appris beaucoup plus de choses entre temps. Donc, les basiques. On va parler un peu à propos des pellicules et tout simplement de comment ça marche. Celui-ci est un Nikormat. Si votre appareil ressemble légèrement à ça, les mêmes règles vont s'appliquer. Enfin, aujourd'hui, on va parler de plusieurs modèles. Si votre appareil a un photomètre, votre vie est tout de suite beaucoup plus facile. C'est ces petits cadrans, il y a un aussi dans le viseur. Ça mesure l'exposition de la photo par rapport à la sensibilité de la pellicule en relation à comment vous avez paramétré votre appareil. Ok, beaucoup de mots compliqués tout de suite. Je vous explique. Ici, on peut changer l'ouverture. Ici, on change la mise au point. Ici, on change la vitesse, notre déclencheur et l'ISO. D'abord pour l'ISO. C'est basiquement la sensibilité des pellicules. Chaque pellicule a une sensibilité. Normalement, c'est indiqué dans le nom de la pellicule. Par exemple, celle-ci était prise avec une Gold 200. Très commun comme pellicule. Elle est très bien quand il y a beaucoup de lumière. Très bien pour la plage, des photos de vacances. Elle n'a pas beaucoup de grains. Il y en a qui aiment les grains. Il y en a qui préfèrent des photos très sharp. Celle-ci est une Portra 800. On peut déjà avoir des photos dans des environnements plus sombres. Plus l'ISO est élevé, plus la pellicule est sensible à la lumière. Et ma préférée, en fait, un très mauvais exemple, c'est la Kodak P3200 T Max. C'est celle que j'ai utilisée à Paris. On peut prendre des photos de nuit tranquillement, tant qu'il y a un minimum de lumière, bien sûr, et le grand est magnifique. En fait, c'est un très mauvais exemple parce que c'est une pellicule 1600 qui peut être poussée à 3200. Et pousser des pellicules, c'est toute une histoire dont je suis pas du tout assez expérimenté pour parler à propos. C'est très simple de changer une pellicule. Faut juste s'assurer que la partie brillante de la pellicule est face à vous. Faut l'attacher dans ces cylindres, aligner avec les petites dents, fermer l'appareil bien sûr, et déclencher des photos jusqu'à ce que le compteur arrive à 0. Comme ça, vous avez un bout de la pellicule pas exposé de près. Puis n'oubliez pas de set l'ISO sur l'appareil. Comme ça, le photomètre a son premier point de repère. Ce qui va définir la quantité de lumière qui rentre dans la pellicule et pendant combien de temps, c'est l'ouverture et la vitesse respectivement. Et c'est là où ça devient légèrement complexe. Première chose, si votre appareil n'est pas sur un trépied, ne descendez pas la vitesse à plus long que 1/30. Ça va être flou. Quand on allume le photomètre, il va tout de suite nous dire si la photo est sous-exposée ou surexposée. Et par rapport à ça, je change la vitesse et l'ouverture. D'ailleurs, cette touche sert à faire un preview de l'ouverture. Le photomètre n'est pas affecté par cette touche. C'est juste pour qu'on ait une idée de la quantité de lumière qui rentre. Quand les petits traits de photomètre est au milieu, votre photo est parfaitement exposée. Attention, votre photo est parfaitement exposée. Tout ce qui est dans le cadre. Ça ne veut pas forcément dire que votre sujet est parfaitement exposé. Souvent, il va falloir surexposer la photo pour montrer tous les détails de votre sujet. Quand le petit trait de photomètre est à gauche, la photo est surexposée. Et quand il est à droite, elle est sous-exposée. Et sur le viseur, il y a un petit plus et un petit moins qui indiquent l'exposition de la photo. Dans certains cas, le photomètre devient inutile. Par exemple, quand le sujet principal de la photo est bien exposé, mais la plupart du cadre est sombre. Le photomètre va évidemment dire que c'est sous-exposé. Le photomètre peut pas s'aligner avec votre liberté créative. Il est impartial. Ou quand on veut faire une exposition plus longue que la vitesse max. Dans ces cas-là, c'est 1 seconde. Là, le photomètre devient inutile aussi. Ça, c'est une exposition de 5 secondes sur une pellicule d'ISO 1600. Je vais plus en détail sur ce genre d'exposition dans ma vidéo de Paris. Et ça, c'est une très longue exposition d'1 heure sur une pellicule d'ISO 400. Et sur ma vidéo de Bretagne, je vais en détail sur ces très longues expositions. Tout ça, ça a l'air compliqué, mais ça devient instinctif au bout de votre 3e pellicule. Celui-ci est l'anneau de la mise au point. Il est auto-explicatif. Si vous avez besoin de lunettes, portez des lunettes. Attention pour ne pas rayer vos verres. Ou vous pouvez faire aussi beaucoup d'efforts sans lunettes, comme moi. Non, en vrai, portez vos lunettes. J'ai déjà foiré plusieurs portraits à cause de ça. Quand on est astigmate et on regarde dans le viseur, souvent on a l'impression que c'est parfaitement mis au point, alors que c'est pas du tout. Donc j'ai triche très souvent. La plupart de mes sujets, j'essaie de les prendre à au moins 10 mètres de l'appareil. Comme ça, avec ces verres, je peux laisser l'exposition toujours à l'infini. Si vous voulez mesurer très précisément la distance entre votre sujet et l'appareil, peut-être pour un autoportrait, il faut mesurer à partir de ces points-là. Il indique les plans dans l'espace où la pellicule est posée. Ce symbole est présent dans presque tous les appareils. Ça, c'est le retardateur. Lui aussi est auto-explicatif. Faut juste le baisser, déclencher, attendre 8 secondes, et voilà. Dans d'autres appareils, l'anneau de la vitesse ou l'anneau de l'ISO peut être posé en haut. Le Nikormat, il est spécial, il est bizarre. Donc on est à peu près à la moitié de la vidéo. C'est juste pour vous rappeler de sonner la cloche et activer les notifications. Je ne sors qu'une vidéo par mois, donc mes notifications ne vont pas vous déranger et vous serez sûr de voir la prochaine vidéo. Ce mois-ci peut être un peu spécial parce qu'il y a Wonder Woman et Saw qui sortent le 25 décembre, mais je ne suis pas sûr que je vais faire des vidéos à propos encore.
Celui-ci est une rétinette. Il y a tout plein de modèles et variations de rétinettes. Celui-ci est basiquement à poil. Mon Nikormat ne peut pas être considéré un appareil manuel à côté de la rétinette. En fait, il fait tout comme le Nikormat, mais il n'a pas de photomètre. Et son viseur est légèrement décalé de l'objectif, il n'a pas de miroir. Et aussi, on doit compter nos prises manuellement. Si vous avez un appareil sans photomètre, je vous conseille de télécharger une appli sur votre portable, une que vous pouvez limiter l'ISO, comme ça vous pouvez un peu simuler la sensibilité de la pellicule. Ça ne va pas être aussi précis qu'un photomètre dans l'appareil, mais c'est mieux que rien. Celui-ci est un point and shoot, un très moderne d'ailleurs. C'est un Konica Big Mini, il y a aussi tout plein de variations de cet appareil, et il fait tout de lui-même. On a littéralement juste besoin d'appuyer sur le déclencheur. Les seules choses qu'on peut changer, c'est le flash, la balance de blanc pour le flash, si on veut activer la correction des yeux rouges, et les retardateurs. Plus rien. C'est très bien pour un appareil photo de voyage, qu'on va prendre des photos casuellement, rapidement, mais c'est sûr que ça nous enlève beaucoup de liberté créative. Toutes les pellicules que j'ai utilisées sur cet appareil étaient d'ISO 200. Je ne pense pas qu'il réagirait bien à une pellicule plus sensible que ça, parce qu'en fait, on peut pas changer l'ISO dans l'appareil. Donc, comment il est censé savoir? Tout ce que j'ai expliqué ici, ce sont les basiques. Une fois que vous aurez maîtrisé toutes ces règles, vous aurez une marge de créativité géante. Alors, mes pellicules, je les achète aux ateliers de Marinette à Lyon. Ce n'est pas sponsorisé, c'est un conseil légitime. Ils ont les prix des pellicules les moins chers de tous les endroits où je suis allé, et ils font des livraisons aussi. Ils vendent aussi des appareils photo déjà complets et tout plein d'accessoires. Je vous conseille aussi la communauté Analogue sur Reddit. C'est un très bon endroit pour trouver des pellicules intéressantes, parce qu'en fait, chaque post indique la pellicule utilisée et l'appareil utilisé. Et ils ont aussi un topic à propos des questions. À chaque fois que j'avais un doute, je posais ma question là-bas. Et très rapidement, quelqu'un de beaucoup plus doué que moi m'a répondu. Pour du contenu argentique sur YouTube, je vous conseille bien sûr mes autres deux vidéos. Mes vidéos de Paris et de Bretagne, c'est basiquement des sagas de moi qui essayent d'apprendre un nouveau truc. Avec des images et un montage dont je suis assez fier, c'est mes vidéos préférées. Et il y a tout plein d'autres photos sur mon Insta. Vuland est une chaîne de photos argentiques que j'aime beaucoup aussi. Et William Verbeek, aucune idée, il m'a appris plein de trucs. Pour développer mes pellicules, je vais dans un labo qui s'appelle Gris-Souris, c'est à Lyon aussi, et leurs prix sont assez juste, c'est autour de 10 € pour développer et scanner une pellicule dans une résolution décente, et ils font un très bon travail. J'aimerais un jour développer mes propres pellicules, mais je n'ai ni l'espace, ni le matos, ni le courage pour faire ça. Je sais qu'à Marinette, ils vendent des kits pour ça, et William Verbeek, il a des tutos assez simples à suivre dans sa chaîne, si vous voulez vous aventurer dans ce sujet. Du coup, je finirai par délister la première vidéo. C'est basiquement la même que celle-ci, mais moins jolie, plus datée, basiquement beaucoup moins bien, et ce n'est pas très représentatif de la qualité de vidéo que je veux dans cette chaîne. C'est dommage parce que c'était ma vidéo la plus vue. Espérons que cette vidéo soit autant regardée. Donc si vous voulez m'aider, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez qui va s'intéresser au sujet. Abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne pas rater la suite. Et si je vous ai aidé, montrez-moi vos photos, je suis disponible un peu partout sur internet.